C'est la gigue des deux chiens qui s'efforce constamment. C'est la gigue des deux chiens que j'en ai marre de voir tout le temps. Oh, 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 oh. Alors, l'histoire se poursuit. Alors que Esteban et compagnie ont donc découvert l'entrée dans la ziggourate d'Akkad. Oui, je me suis planté, je dis zaggourate avant, il me semble, je m'excuse pour ça, c'est ziggourate. Donc, ils ont trouvé cette entrée-là. Et au problème, il fait noir, même si c'est pas trop l'impression qu'on voit. Hein, ça a l'air de faire un petit peu, pas super clair, mais suffisamment éclairé pour qu'on y voit quelque chose quand même. Mais bon, il fait noir, ok. Hein, c'est normal d'atténuer l'ombre hein, pour que le spectateur y voit quelque chose. Et donc Tao se dit, ah, j'ai une idée. Il va chercher donc sa sacoche dans le Grand Condor et il fonce ramener tout ça devant les deux autres. Et waouh, quel remplissage utile! Je veux dire, ta sacoche, tu pouvais pas juste l'avoir sur toi. C'est genre le truc qui te caractérise. On a vu que tu la lâchais pas dans la saison 1. Alors j'ai pas trop fait gaffe dans la saison 2. Mais oui, à ce niveau-là, étant donné que tu veux utiliser sans arrêt des objets dedans, pourquoi tu la laisserais dans le Grand Condor? C'était juste pour amener 30 secondes de plus à l'épisode qui était pas assez long et faire un gag pourri par rapport au fait qu'après s'être épuisé comme ça, Esteban et Gia font pas trop gaffe à lui. Ils font juste gaffe à ce qu'il y a dans sa sacoche, parce que dans sa sacoche, il y a des lampes d'Ambrosius. Voilà, alors, il y en a beaucoup, comme on le verra dans pas très longtemps, parce que, voilà, ils entrent dans la ziggourate, il y a tout un chemin super complexe d'escaliers qui montent, qui descendent, c'est ce genre de vieux truc qui fait un peu classe visuellement parlant, mais qui doit être une putain de torture pour un architecte à faire, hein. Vraiment, une putain de torture, mais bon. Bon, ils se marrent un petit peu entre eux dans quelque chose de pas très drôle par rapport au fait que Esteban essaie de faire peur à Zia, et Pichou lui fait peur avec son nom, ouais, c'est pas drôle du tout, c'était inutile, mais bon, on sent qu'il y a beaucoup de remplissage dans cet épisode. En parcourant donc cette espèce de labyrinthe qui en est moyennement un, comme je vais en parler dans très peu de temps, il y a Tao qui a l'idée d'utiliser au fur et à mesure des lampes pour marquer leur chemin. Alors, l'idée est bonne, par contre, dans l'illustration, c'est pas tout à fait ça. Parce que, ouais, la plupart des lampes qu'on voit, elles marquent juste un passage où il y a une voie à sens unique. Il y a quelques petits moments où ils doivent bifurquer parce qu'il y a un double chemin, et à ce moment-là, c'est logique de mettre une lampe à cet endroit-là. Mais la plupart du temps, c'est juste des lampes, ouais, on est passé par là, il n'y a pas d'autre chemin possible, quoi. C'est un couloir presque à suivre avec des escaliers qui montent et qui descendent, mais c'est un couloir ce truc. Il met une lampe là, je me dis, pourquoi tu mets une lampe? Sert quoi? Surtout plus tard, on verra quoi, il fout des lampes genre à 20 mètres l'une de l'autre, sur la même voie à sens unique, c'est n'importe quoi, ça sert absolument à rien là. Voilà, c'est un petit peu con, même si l'idée est bonne sur le principe, et puis ça soulève un autre truc, quoi. Avec tout ce qu'on voit comme lampes qui posent au sol pour marquer leur chemin, il y en a quoi, une cinquantaine dans son sac? C'est vraiment un sac Tardis ce truc, hein, parce que vraiment, hein, ça n'a pas de quoi, dans la forme, contenir 50 lampes comme ça. Enfin bon, ils finissent par tomber, littéralement tomber dans un piège et qui les fait tomber dans une espèce de salle où il n'y a pas d'issue, semble-t-il. Et donc, où au passage, ils cassent toutes les lampes qu'il leur restait. Tao a perdu son sac. Donc, je sais pas, est-ce qu'ils vont trouver une excuse pour le faire retrouver son sac plus tard, parce que c'est quand même un truc qui est censé contenir pas mal de choses qu'il a engrangé au fur et à mesure de l'aventure. C'est quelque chose qu'il a beaucoup défini, Tao. Ou est-ce que vous allez dire c'est bon, il l'a retrouvé hors champ, on va pas vous expliquer pourquoi. Voilà, c'est le genre de petits trucs. J'espère que vous allez vous penser un petit peu là-dessus. Esteban, Zia et Tao tombent sur donc une salle qui semble vide. Hein, ils sont tombés d'assez haut, donc ils peuvent pas juste bêtement remonter par le tuyau qui les a fait descendre là. Et dans cette salle, il y a juste une porte bloquée et... Esteban dit oh, c'est un cul-de-sac. 5 secondes, hein, 5 secondes d'observation, c'est un cul-de-sac. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de poignée apparemment, une connerie comme ça. Tu peux arrêter d'être défaitiste de façon si stupide, Esteban, ça devient saoulant. Vraiment, ça devient saoulant. Donc,
Ouais, la porte n'est pas un cul-de-sac, c'est une énigme. Une énigme qui représente le titre de l'épisode. Pour descendre, vous devez remonter. Il y a tout un tas d'essais, d'erreurs un petit peu con, mais au bout d'un moment, Sia, qui est la seule qui doit trouver la réponse aux énigmes depuis quelques temps apparemment, a trouvé ce que ça signifiait, ça veut dire remonter le temps. Et étant donné qu'il y a des petites touches qui représentent d'une part le soleil et les différentes phases de la lune, elle se dit qu'il faut remonter les différents boutons. Alors déjà, le bouton qu'elle touche en premier, c'est le dernier, sans que ce soit vraiment le dernier, puisque le cycle lunaire, c'est un cycle, donc c'est pas forcément ça le dernier, mais bon, ça correspond à l'avant-dernier du cycle que vous avez marqué, donc, enfin, dans l'ordre, vous savez, du sens des aiguilles d'une montre, donc, ouais, c'était un petit peu bizarre que ce soit cet avant-dernier-là, ce qui correspond à un tout petit croissant de lune, alors que ça aurait pu être aussi celui d'en dessous, quoi, où le croissant de lune a disparu. Mais j'imagine que comme c'est le cycle qui se répète, l'avant-dernier, c'est logique. Enfin bon, le truc qui est moyennement logique pour moi là-dedans, c'est que donc il faut appuyer sur les boutons du plus récent au plus ancien. Et par conséquent, elle appuie sur le dernier bouton, hein, celui qui correspond au au plus récent, et ça commence à créer quelque chose. Elle appuie sur l'avant-dernier bouton, celui donc juste avant, quand le croissant de lune est un tout petit peu plus, d'un tout petit peu plus gros, et là ça suffit. Et ils ont compris le principe, ça veut dire, ils se sont dit, ok, ils avaient compris qu'il faut remonter dans le temps, deux, ça suffit, bouton 1. Donc ça crée tout un passage assez imposant qu'il faut descendre pour arriver à l'endroit où se trouve devraient se trouver les fameuses voiles en question dont on parle sur la stèle, qui les mèneront à la cité d'or du coin. Donc c'est pas comme le premier acte de cette saison 3, c'est vraiment en plusieurs étapes hein, que ça doit se faire. Mais je mets ça sur pause parce que parallèlement il se passe d'autres choses. D'une part, autour de Zarès, Gaspard et Laguerra, il se passe ce que je craignais malheureusement. Gaspard qui fait l'andouille. Ça va être 75% hein, de cette partie-là. Hein. Gaspard qui fait l'andouille. On commence très fort avec lui qui se met sur le devant de la nef qui dit Je suis le maître du monde. Référence à Titanic, nous sommes originaux. C'est wouh con, hein, en 2015, il me semble, c'est sorti, cette saison 2, c'était super daté à l'époque. Donc ça va, les conneries. Et puis après, ouais, il fait l'andouille. Il fait l'andouille devant la Guerra en essayant de la draguer, en disant « Ah, Mendoza a peur de moi, etc., etc. » La Guerra qui le ridiculise, il se ridiculise tout seul. Voilà, le seul intérêt dans cette partie-là, pour moi, c'est la réaction de Gaspard lorsque Ambrosius se montre autoritaire envers lui et il se dit d'accord, j'obéis aux ordres. Ça, c'était une bonne petite dynamique, un petit début de dynamique intéressant. Mais sinon, c'était vraiment lourdingue et sans intérêt cette partie-là. Donc, ouais, Zarès a retrouvé la trace des enfants et se pose juste à côté d'eux. Il commande à Gaspard de garder la nef, tandis que lui et la Guerra vont visiter les ruines en suivant donc les lanternes qu'ils ont laissées derrière. Alors il y a pas mal de choses que je trouve un petit peu bizarres par rapport à ça, parce que on nous fait une espèce d'ellipse où apparemment ils ont été super rapides, parce que avant on les voit marcher à la même vitesse que les enfants, un peu de choses près, et puis quoi, à peine 30 secondes après que les enfants ont découvert le petit coffret dans cette salle secrète, etc., leur destination finale, ils arrivent juste derrière eux. Alors, ils ont couru après à ce moment-là, ils ont vu qu'ils étaient forcément tombés dans le trou et ils les ont suivis, je sais pas. C'est une grosse facilité de mise en scène, ça, je trouve. Enfin bon, dans le coffret, ils découvrent que une petite tablette qui dit que les voiles qui indiqueraient la cité d'or ont été volées par je sais pas qui. J'imagine qu'on ira là-dessus en détail parce que c'est un peu important de savoir ça. Et donc c'est juste à ce moment-là, genre 30 secondes après avoir découvert ce coffret, qu'ils se font rattraper par Zarès et la Guerra. Et voilà, c'est le petit cliffhanger de fin. Mais cet épisode n'est pas tout à fait complété parce qu'il reste une partie assez importante autour de Sancho et Pedro. Vous imaginez à quel point ça m'excite d'en parler de ça. Donc, au début, on voit une scène où ils sont en train de gérer leur taverne, comme ils avaient prévu de le faire. Et je me dis, si vite. Et ok, point pour l'épisode de ne pas avoir été trop con à ce niveau-là. C'est normal qu'il soit pas
dans une taverne tout de suite parce que voilà ils viennent tout juste de commencer leur voyage en bateau, ce serait n'importe quoi en matière de temps et c'est normal parce que là ce n'est qu'un rêve. Voilà, ils sont en train de rêver ça. Alors ce qui est con par rapport à ça, c'est que apparemment ils ont fait exactement le même rêve. Je veux dire, on montre au début que c'est Pedro qui fait ce rêve, mais après il y a Sancho qui dit oh ouais, je sais, j'ai fait exactement le même rêve, c'est moi qui faisais tout, il y avait Mendoza qui apparaissait exactement comme dans ton rêve. Ils, ils sont connectés psychiquement, ces deux-là. Hein, ils ont la même longueur d'onde cérébrale, apparemment, voilà. Et donc après, il y a tout un montage où on les voit se plaindre. Ah, on n'a plus besoin de Mendoza, Mendoza ci, Mendoza ça. Et ça finit par les convaincre de se dire ok, non, on laisse tomber, on repart là où on était. Tant pis pour la taverne, etc. On prend une barque. On prend une barque et on repart vers Hormuz. Dans un sens, c'est peut-être mieux que si vous aviez trouvé une pirouette forcée pour qui retombe sur Mendoza par hasard, etc. Mais quand même, quoi, Cette espèce de remise en question des personnages, je la trouve pas particulièrement touchante ou quoi que ce soit, d'autant plus que c'est pas particulièrement aidé par le fait que juste après ça, après avoir piqué une barque pour repartir, il rechante la gigue des marins pour la 8e fois, un truc comme ça. Ça commence à devenir un petit peu redondant ça. Et ouais, dans un sens, je peux comprendre que ça puisse plaire à certains parce que voilà, ce sont des personnages qui se remettent en question, qui se disent ok, on veut faire plus. Ça fait pas naturel pour moi. Après les avoir montrés comme ça, je sais que durant cette saison 3, surtout, on les a montrés à faire preuve de plus d'empathie, c'est vrai, mais même, je suis pas emballé par ça. J'en sais rien. Pour moi, ça aurait été une façon tout à fait acceptable de terminer sur une bonne note avec ces personnages, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils sont repartis, ils se disent tant pis, on peut plus les aider, mais on va refaire notre vie et ok. Ils seraient repartis sur une bonne note pour moi, vous voyez. Mais non, bien entendu, c'était évident hein, qu'ils allaient les refaire réémerger dans l'histoire, ceux-là. Donc cette espèce de petits conflits, de petits dilemmes qu'on a créés autour de ces trois-là, sur le fait qu'ils devaient partir parce que leur rôle était terminé, non. Non, 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 non. Et au passage, pour parler rapidement de Mendoza, on le voit dans une scène de 30 secondes où les Bédouins promettent de le rapprocher d'Akkad puisqu'il se dirige vers l'endroit qui n'est pas trop loin. Et je sens que dans la mise en scène, ça va être quelque chose de ce genre-là. Il va arriver à temps pour prendre la nef, c'est-à-dire avoir un combat contre Gaspard à ce moment-là. Et donc, étant donné que on va avoir Ambrosius qui va avoir la mainmise sur les enfants, là, tout de suite, il va les aider grâce à ça. Malgré le fait qu'ils se déplacent en bateau et non pas par un moyen de locomotion beaucoup plus rapide comme la nef ou le Grand Condor, on va un petit peu plier la logique du temps pour qu'il arrive à point nommé pour les aider. Je pense que ça va être ça. Je sais pas, Sancho et Pedro s'y arriveront à point nommé pour aider à ci ou ça, j'imagine aussi. C'était un épisode correct, il y avait pas mal de mise en scène un peu bof, pas mal de moments guignolesques autour de Sancho et Pedro et de Gaspard, et ça a gêné le truc, mais ça faisait progresser la découverte de la ziggourate de façon acceptable. Il y avait pas mal de moments qui étaient plutôt jolis là-dedans. La notion de découverte était présente, la guerra était plutôt bien réussie, toujours fidèle à elle-même, et la menace Zarès a toujours un peu de poids. Ça suffit à compenser les grossièretés qui sont devenues un petit peu la marque de fabrique de cette série. Et ouais, on verra un petit peu comment ça va se résoudre tout ce qui a été mis en place, c'est-à-dire comment les enfants vont arriver à échapper aux griffes de Zarès. Est-ce que la guerra va encore un peu évoluer, va se rendre compte que Zarès est un sale con. À nouveau, j'aimerais beaucoup qu'on mette un peu plus en avant ses motivations, qu'est-ce qui la motive à suivre Zarès comme ça. Hein, et peut-être pas juste la vengeance contre son père ou le besoin de poursuivre ce que voulait faire son père, malgré le fait que Katanos, qui était dans le même groupe que son père, n'a pas du tout suivi la même voie que Zarès, voyez, ce genre de choses. Qu'est-ce qui la motive, la guerra? C'est ce que j'aimerais beaucoup savoir. On fera ça peut-être à un moment donné. En tous les cas, à bientôt pour l'épisode 21. Au revoir.